YouTube. Tu l'as vu sur la miniature, tu l'as vu dans le titre. Aujourd'hui, c'est du code de la route. Sans attendre. Go! Question numéro 1. Conducteur du véhicule gris, je m'arrête ici pour acheter rapidement du pain. Oui. Réponse A. Non. Non. Réponse B. En allumant les feux de détresse. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. En fait, même en allumant les feux de détresse, tu es sur la route. Donc, tu vas gêner la circulation. Même si on voit qu'il y a une ligne blanche là, les gens ont l'air d'être garés ici. Mais on voit bien qu'ici, ça a l'air d'être une voie de circulation. Séparée par une ligne blanche continue. Qui veut bien dire qu'on n'a pas le droit de traverser. En plus, on voit qu'il y a une caméra, donc ils font bien chier tout le monde. Donc, moi j'aurais dit non. Hein. Non et non. Hein. Parce qu'on est vraiment sur une voie de circulation. Ouais. Moi j'aurais dit ça. Hein. Le truc c'est que là, en fait, ce que je trouve, le seul truc que je trouve un petit peu chum sur cette question, c'est qu'on voit bien que sur ici, il n'y a pas de petit trait pour signifier l'emplacement de parking. Le seul trait qu'on voit, c'est celui-là. Donc est-ce que là, c'est une zone de parking? Mais je pense pas que ce soit le cas parce que ça ferait quelque chose de très très large. Donc tu sais quoi, je vais suivre mon instinct, je vais mettre non et non. Je pense que c'est la bonne solution, la bonne réponse. On valide. Un arrêt à cet endroit est interdit car il oblige les usagers circulant sur cette voie à chevaucher la ligne continue pour dépasser le véhicule stationné. Tout à fait. Dangereux. Sûr. Question numéro 2. La situation est à risque vers l'avant. Réponse A. Vers l'arrière. Réponse B. Je conserve mon pied sur le frein. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Mais en fait, oui, vers l'avant, c'est sûr. Parce qu'il y a le camion, c'est suffisamment logique pour que ce soit à risque avec la taille de son chargement plus le fait qu'il déborde sur ma voie. Et vers l'arrière, je pense aussi, parce qu'on voit des motards. Et j'ai vraiment l'impression que les motards sont énormément collés à notre véhicule. J'ai l'impression qu'ils sont très proches. Donc moi j'aurais dit vers l'avant et vers l'arrière. Et je conserve mon pied sur le frein. Oui, 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 parce que on sait pas ce qui peut arriver avec le camion, une poutre qui tombe, un truc comme ça. Moi j'aurais dit du coup réponse A, B, C. Devant moi, le camion en tournant empiète sur ma voie. Tout à fait. Des motos roulent très près derrière moi. En gardant le pied sur le frein, le véhicule ralentit et les feux stop alertent les motards de mon freinage. Papa. Ah là là, mon Dieu, j'ai tous les bons raisonnements. Aujourd'hui, je suis en mode ultra instinct. Boire en conduisant est sans danger. Réponse A. Risqué. Réponse B. La conductrice peut être tenue pour responsable en cas d'accident. Oui. Réponse C. Non. Réponse la règle DS. La règle DS. Faut que je la suive. Bon, déjà, on peut constater que madame s'est fait toute belle pour la photo. Elle a mis un C plus beau hors rajout avec un vernis à ongles d'un rouge somme toute douteux. Par contre, ce qui me fait un petit peu tiquer, c'est que du coup, avec l'angle de la photo, et je sais pas, il y a un truc qui fait que j'ai l'impression que sa main, elle est énorme par rapport aux proportions du truc. Tu vois, pareil, cette main-là, je sais pas, j'ai l'impression que le truc est vraiment big. Big brain. Mais ça veut dire qu'en plus, ils prennent une photo en conduisant. Donc, mais ce que je me demande, est-ce que c'est une photo qui a été prise par les mecs, on va dire les personnes qui ont fait le test, ou est-ce que c'est une photo Shutterstock? Parce qu'en vrai, la photo, elle est bien foutue. Il y a un effet de flou sur le fond. À l'avant, le plan est bien clair. Là, tu as une espèce de ligne de fuite qui traverse la photo. Franchement, elle est plutôt esthétique. Mais est-ce que c'était pris par les personnes du code? Rien de moins sûr. Par contre, boire en conduisant est risqué, puisque du coup, on a, petit 1, qu'une main sur le volant, pas possibilité de mettre de clignotant ou autre truc sur les commodos, pas possibilité de klaxonner en lâchant le volant, en plus, et également, notre attention est grandement diminuée à cause du fait qu'on boive.
Donc c'est risqué. Est-ce que le conducteur peut être tenu responsable? Pour moi, c'est le cas. Question de règle DS. Quand tu as une question de sécurité, toujours répondre la chose qui te paraît le plus vénère. Le conducteur doit être constamment capable d'agir sur les commandes. Tenir une bouteille en conduisant est dangereux. La responsabilité de la conductrice peut être engagée. Tout à fait. Question numéro 4. Oui. Avant d'effectuer un dépassement, je contrôle une seule fois mon rétroviseur intérieur. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Uniquement mon rétroviseur extérieur gauche. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors là, c'est une question, encore une fois, qui se base purement sur la règle DS. Une seule fois, non, parce que c'est pas suffisamment sécuritaire. Uniquement mon rétroviseur extérieur gauche, non, parce qu'encore une fois, c'est pas sécuritaire. Le rétroviseur intérieur me donne plus d'infos que le rétroviseur extérieur. Typiquement, tu vois, si j'ai un véhicule qui est assez proche et qui commence son dépassement, je le verrai beaucoup mieux sur mon rétroviseur intérieur que mon rétroviseur extérieur. Donc pour moi, non et non. La vision dans les deux rétroviseurs est différente. En alternant plusieurs fois les contrôles, j'augmente l'efficacité de l'évaluation des vitesses et des distances. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de faire confiance à la règle DS. Quand je me pose une question, et il faut que je me demande, c'est est-ce que dans ce cas-là, la règle DS peut s'appliquer? Si c'est oui, on y va. Si c'est non, bah, il faut y réfléchir. Question numéro 5. Ce geste est un signe annonçant un risque d'épisode de microsommeil. Réponse A. D'hypovigilance. Réponse B. Je m'arrête dès que possible. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Non, mais c'est quoi cette question qui a été faite par Fabien Olicard ou bien comment ça se passe? D'épisodes de micro-sommeil, oui, je pense que c'est le cas. Ça montre des signes distincts de fatigue. D'hypovigilance, je pense que c'est le cas. Parce que le mot vigilance, ça veut dire vigilance, et hypo, ça veut dire diminuer. Donc ça me paraît très cohérent que ce soit tu perds de la vigilance en voyant ça, parce que du coup tu as des signes de avant-coureur de fatigue, et donc ça veut dire que tu es moins alerte simplement sur la route. Je m'arrête dès que possible, oui, pour se reposer. Lorsque j'ai besoin de me frotter les yeux, cela indique que je suis fatigué. Le risque d'épisode de microsommeil et de diminution de la vigilance est élevé. Le seul moyen d'y remédier est de s'arrêter. Dead. Ah ouais, là, il nous a fait un coma. En même temps, vouloir faire un Paris-New York, fallait en avoir envie, quoi. Hein. En plus, il fallait un véhicule bien particulier, mais bon. Ignorant ceci, enlevons ces points à la con que j'ai mis. Go! Question numéro 6. Oh, le très beau chargement rouge. du véhicule a un impact sur la tenue de route. Oui. Réponse A. Sur la consommation de carburant. Réponse B. Je vérifie l'arrimage régulièrement. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La règle des S. La règle des S. Bon, le chargement impacte sur la tenue de route, oui, puisque du coup, si tu as des choses à l'arrière, ça peut faire une prise de vent particulière et du coup impacter la route. Et également rajouter du poids à l'arrière, donc changer ton mode de route, mais également consommer plus de carburant, puisque du coup, tu changes la prise de vent, du coup, tu fais en sorte que ton véhicule consomme plus. Et pour la deuxième partie de la question, règle des S, c'est tout con. Je vérifie. Est-ce que la question de la sécurité augmente si je le fais? Oui, donc on répond oui. Tout poids supplémentaire dans un véhicule a une influence sur la tenue de route et sur la consommation. Tout à fait. Des sangles détendues, avec les vibrations du déplacement, risquent de laisser tomber le chargement sur la chaussée. Oui. Question numéro 7. Le conducteur de ce véhicule est en infraction. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En circulation, il s'expose à une immobilisation du véhicule. Réponse C. À une amende. Réponse D. Ah putain, cette question elle est pute. Bon, déjà, le conducteur de ce véhicule est en infraction, oui, puisque du coup sa plaque, on constate qu'elle est endommagée et qui empêche la lisibilité complète. Donc, c'est une infraction. Mais l'infraction que tu encours, je crois que tu peux pas
si je me souviens bien, parce que j'avais déjà une question là-dessus, si je me souviens bien, tu risques une amende, mais pas une infraction du véhicule. Mais, ah putain, je me souviens plus, mais je crois que la réponse, elle m'avait étonné de fou. Parce que c'était peut-être que c'était un truc du genre plutôt, le véhicule sera pas immobilisé, mais tu peux prendre une amende que tu peux régulariser si tu montres que tu as changé ta plaque. C'est-à-dire une amende si, genre un truc, genre l'amende est de base de 115 euros. Si tu changes ta plaque sous les 2 semaines et que tu montes ta nouvelle plaque, ça peut descendre à 15 euros. Mais ça, je crois que c'était plus sur un autre truc. Je pense que je me mélange là, passo. Et là, comme je sais pas, je vais suivre ma logique qui est de, pour une plaque, non, tu risques pas une immobilisation du véhicule, mais une amende. Pour t'inciter à changer ta plaque. Le numéro de la plaque d'immatriculation de ce véhicule n'est pas lisible. Pour cela, le conducteur s'expose à une immobilisation du véhicule et à une amende de la 4e classe. Ah, c'était les deux. Donc une amende de 4e classe, donc je crois que c'est 135 ou 200 euros. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Attends, j'ai vérifié. Amende 4e classe. 4e classe, 135 euros. Ouais, c'est ça. À 3e classe, c'est que 68. Ok. Good to know, good to know. Donc c'est les deux. Donc immobilisation du véhicule plus une amende. Peut-être que ma question est portée sur un autre truc, sur une perte. Oui, c'était la perte de points. Tu perds pas de points, mais tu as une amende et une immobilisation du véhicule. Je crois que c'est ça. Et que ça m'avait étonné aussi parce que du coup, immobiliser le véhicule pour une plaque comme ça me faisait. Question numéro 8. C'était très vénère. Ok, on a le son. On n'a pas eu le top au début, ça me déçoit un peu. Vu la qualité de professionnalisme que je suis habitué. Ok, il allume sa voiture. On voit qu'il y a une personne qui est en train de passer derrière. Oui. Donc les personnes sont passées. On les a... Il s'est... D'accord. En quittant ce stationnement, je me mets en danger. Oui, réponse A. Non, réponse B. Oui. La ceinture est gênante pour faire une marche arrière. Oui, réponse C. Non, réponse D. Non. Alors, effectivement, merci d'avoir parlé de la ceinture parce que j'avais pas remarqué. Mais effectivement, il s'est pas attaché. Il est parti comme ça, il s'est dit, vas-y, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, la ceinture, c'est pas fait pour moi. Moi, j'ai pas besoin de ça. Je suis plus fort que la mort. Voilà. S'il y a un accident, franchement, j'ai pas peur. Pas de problème. Moi, je suis au-dessus de tout ça, tu vois. L'humanité, tout ça, la vie, la mort, le stress. Non. M'en bats les couilles, frère. Mais en quittant le stationnement, je me mets en danger. Oui, puisque du coup, tu as commencé à rouler sans t'avoir attaché. Donc, normalement, tu es censé le faire avant de démarrer ton véhicule, mettre ta ceinture de sécurité. Mais également, la ceinture est gênante pour faire une marche arrière. Non, puisque du coup, la ceinture de sécurité, elle est là pour se bloquer en cas de mouvement brusque. Ce qui veut dire que si tu te tournes de manière lente et maîtrisée, j'ai envie de dire, eh bien tout simplement, ta marche arrière ne sera pas un problème. C'est sûr que si tu y vas comme un bourrin, tel un bûcheron qui couvre un arbre, oui, là ça va mal se passer. Mais normalement, si tu as ton permis depuis un moment, tu sais faire en sorte de regarder derrière sans que ta ceinture de sécurité se bloque. Et en plus de ça, ici on peut, sur la deuxième partie, appliquer en fait, la question de la générale, la règle DS, question de sécurité. Donc là on l'applique, ce qui me paraît logique que ce soit la réponse A et B. J'attache la ceinture de sécurité dès que j'ai terminé l'installation au poste de conduite, et cela avant toute manœuvre. Exactement. Question numéro 9. Oh non, les questions. Cet enfant peut s'installer toute seule. Oui, réponse A. Non, non. Réponse B. Avec ce type de siège, la sécurité enfant est inutile. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, la première partie est un petit peu tricky. Sur la deuxième, je pense qu'il nous suffit d'appliquer tout simplement la règle DS. Cet enfant peut s'installer tout seul. Bah, pour moi, non. Les enfants en bas âge,
il faut toujours que tu t'en occupes. Parce que je pense pas que l'enfant ait la possibilité de serrer suffisamment fort les sangles qu'il y a ici pour que ce soit serré, qu'il n'y ait pas de risque. Donc pour moi, la première partie, c'est non. Et tout simplement, la deuxième partie, question de règle DS. Qu'est-ce qui est le plus sécuritaire? Est-ce que la sécurité des enfants est inutile? Non, puisqu'un enfant, c'est complètement teubé. Et ça peut se dire, oh c'est bon, ça brille, ça, qu'est-ce que ça fait? Tu ouvres grand la porte et puis tu pètes la voiture qui arrive en face de toi. Et tu fais un accident. Et tu es en mode, Timmy, pourquoi t'as fait ça? Ouais, donc non, tu dois mettre la sécurité. Voilà. Parce que, attends, en plus, vraiment, la manière dont la question est posée, je la trouve très traître. Genre, genre, il te met une sous-forme négative, qui n'est pas la forme la plus logique là-dessus, pour que si tu lis à la va-vite, tu te fasses baiser. Et ce qui me fait d'autant plus chier, parce que quand tu passes le code, le vrai code, t'as pas ce que je fais là. Je crois que t'as un truc comme 15 ou 20 secondes par question pour répondre. Donc tu dois analyser l'image, tout en écoutant le book qui parle, tout en lisant ce qu'il y a écrit, pour donner la bonne réponse dans une vingtaine de secondes. Et encore plus compliqué, dans le cas d'une question vidéo. Mais moi je pars du principe que si j'ai suffisamment de connaissances et que je suis suffisamment à l'aise avec ce que je fais, aisé. C'est pour ça que pour le moment, s'entraîner, c'est bien. Suivant. Sur le harnais, le système de sangle nécessite d'être ajusté par un adulte. Même sanglé, un enfant risque d'accéder à la poignée avec ses mains ou ses pieds. Je verrouille la sécurité enfant. Attends, comment il fait? Ah oui, d'accord, oui, on est d'accord. Oui, effectivement, ça c'est dans la portière. Mais il met sa clé dedans. Putain, moi, les sécurités enfants, quand je les mettais ou je les enlevais juste pour faire chez mes potes, quand on prenait la voiture, t'avais juste un petit loquet dans la porte à baisser ou à monter. Mais tu dois avoir des modèles où effectivement il va falloir passer la clé. Effectivement. Suivant. Essai à nouveau. Le conducteur de ce véhicule est en infraction. Oui. Réponse Et il risque A. l'immobilisation Non. plus l'élignement. En circulation. Le Pourquoi t'as pas numéro cliqué, de là la plaque Pourquoi t'as failli me baiser? d'immatriculation de ce Ouais. véhicule n'est pas lisible. Pour cela, le conducteur... Oui, il est en cours une immobilisation de Cette plus une façon amende de de classe 4. conduire augmente l'imprudence. Réponse A. Oui. La confiance en soi. Réponse B. Le temps d'action sur les commandes. Réponse C. Bah, une question, tu vois, encore une fois, là je vais appliquer bêtement la règle DS. Quelles sont les réponses qui me paraissent le plus logiques pour la sécurité? Ça augmente l'imprudence, tout à fait. Le temps de réaction sur les commandes, tout à fait, parce que t'as pas ta main sur le volant, du coup, les commodos, les essuie-glaces, la musique, tout ce qu'il y a de ce côté-là, eh bien, je n'ai pas accès. De plus, une moins bonne conduite, puisque du coup, avec une main, j'ai une conduite moins précise. Donc, le temps d'action sur les commandes également. Avec une seule main sur le volant, le temps nécessaire pour modifier la trajectoire en cas de besoin sera plus long et moins précis. Exactement, Le conducteur est imprudent. Effectivement, Thierry, on est d'accord là-dessus. Pour le coup, sur ce point-là, je te suis. Je ralentis. Réponse A. Je maintiens mon allure. Réponse B. J'actionne le clignotant gauche. Réponse C. Je laisse une distance latérale d'au moins 1 mètre. Réponse D. Bah, déjà, on peut constater que monsieur le motard ici a l'air d'être très heureux et franchement étonné de voir des chevaux en aussi bonne santé et profitant d'un pâturage et d'un cadre hors du commun, j'ai envie de dire. Donc lui, de toute façon, on connaît bien Michel. Michel, c'est un grand passionné d'équitation, il suit toutes les compétitions. Ses deux filles, elles travaillent toutes dans un centre équestre. Lui-même, quand il était jeune, il a passé ses 7 galops, il connaît très bien les chevaux, il sait comment les ferrer, il sait comment les monter, les préparer, en prendre soin. Non mais c'est pour ça que je dis qu'il est forcément très 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 impressionné de les voir qui ont l'air aussi heureux que ça. Parce que même lui, il a rarement vu des centres équestres aussi bien entretenus. Et pourtant, c'est quelque chose qui paye pas de mine, mais ça se sent qu'il est touché par la passion qui transpire ce centre équestre. Est-ce que j'en fais un peu trop? Il y a des chances, oui.
Je ralentis. Je ralentis, oui, parce que c'est des piétons. Et les piétons, c'est quelque chose qui peut très vite être un problème. J'actionne le clignotant gauche. Je maintiens mon allure. Je laisse une distance latérale d'1 mètre. Mais en fait, le problème de ça, c'est que on n'a pas une très bonne visibilité. C'est un tournant. En plus, là, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui peuvent sortir d'ici et tout. Donc, j'actionne le clignotant gauche. Non, puisque du coup, on a un terre-plein plus une ligne de continue. Moi, j'aurais dit, juste, je ralentis, mais pas plus. Pour dépasser Oh non. ce groupe de piétons hors agglomération, des précautions s'imposent. Après avoir contrôlé vers l'arrière, j'actionne le clignotant, je ralentis et je laisse une distance latérale d'au moins 1,50 m. Mais frère, ils sont sur une voie de bus, ils vont voir ma voiture arriver. Et si ça les fait chier, ils vont se décaler un petit peu. Puis voilà. Non mais c'est bon quoi. En plus, ils se sont garés sur un endroit qui est pas le droit quoi. Et c'est bon. Question numéro 12. Bon, voilà, on n'est pas d'accord. Je privilégie la marche à pied pour un trajet en ville d'1 km. Réponse A. De 5 km. 5 km, ça, Réponse B. Ça commence à faire une bonne trotte. Se déplacer à pied participe à la réduction de la pollution sonore. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Mais on peut avoir un... Sur un piéton, ça va en moyenne... entre 3 et 4 km/h. Donc, tu multiplies... Attends. Calculatrice. Donc, tu fais 3 fois 5, 15 heures. Eh ouais. Mais non, ça n'a pas de sens. Attends. Ah non. Non. C'est 5 divisé par 3 qu'il faut faire. Parce que si tu fais 3 km en 1 heure, tu mets 20 minutes pour faire 1 km. Donc 5 km, tu mets 1h20. Non, 1h40. 1h40, ça commence à faire une bonne trotte. Moi, du coup, j'aurais dit 1 km. Et se déplacer à pied, bien sûr que ça diminue. Ça participe à la réduction de la pollution sonore. Parce que si tu trouves un piéton qui est aussi bruyant qu'une voiture, ça veut tout simplement dire que tu croises un piéton à 3h du matin en sortie de bar et que c'est pas le fait que ce soit un piéton qui soit un problème, c'est le fait de la quantité de l'alcool qu'il a dans le sang qui génère le son plutôt que la personne en soi. Donc, je n'ai pas m'énerver et on va l'aider. Marcher n'émet pas de pollution atmosphérique ou sonore. De plus, pour un trajet d'1 kilomètre, se déplacer à pied est bon pour la santé. Question numéro 13. Les secours viennent d'arriver. J'enlève le casque du motard. Oui. Non. Réponse A. Non. Réponse B. Je retire mes mains de sa tête. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Mais les secours viennent d'arriver, normalement ils prennent le relais, toi tu peux t'écarter, ils font le reste. Sauf si les mecs du secours te disent le contraire, et dans ce cas tu suis ce qu'ils te disent, mais j'enlève le casque du motard. Non, c'est jamais toi qui l'enlève, c'est toujours les secours qui s'en occupent. Et ensuite, je retire mes mains de sa tête. Oui, tu retires ses mains de ta tête. Michel, tu recules de 5 mètres également, et tu laisses les professionnels faire leur métier. Oui, c'est pas parce que tu nous dis oui, mais c'est mon PSC1, moi je sais comment guérir les gens. Non, le PSC1, tu sais juste faire du bouche à bouche aux gens. Et la seule fois où ça t'est réellement servi, c'est en soirée quand t'as voulu emballer quelqu'un et que t'as voulu faire genre tu le fais de bouche. Non, ça ne marche pas, Michel. Non, non et non. Tu laisses les secours faire et tu fermes ta gueule. Allez, Michel, on avance. Pour éviter que la tête bouge et provoque des lésions irréversibles à la colonne vertébrale, j'ai placé mes mains de part et d'autre de sa tête. J'attends que les secours prennent complètement le relais pour faire quoi que ce soit. Bon. C'est logique. Mais c'est pute quand même. Je suis désolé. Normalement, t'es pas censé faire quoi que ce soit et laisser les secours prendre leur place. La question t'induisait que les secours étaient là pour qu'ils prennent la place. La première partie de la question
tu as bien fait comprendre de ne pas enlever le casque du motard parce que les secours étaient là pour prendre le relais. La deuxième partie de la question, elle fait limite rétro-prédalage pour te faire dire le contraire du raisonnement de base. Tu te rends compte? Genre vraiment, ça c'est vraiment un truc de salope, hein, je suis désolé. Mais elle est vraiment là pour te dire hé, hé, connard, voilà, amuse-toi bien. Allez, vas-y. Essai à nouveau. Je ralentis. Réponse Oui. A. Non, mais Je maintiens oui. mon allure. Réponse B. Non. J'actionne le clignotant gauche. Oui, Réponse là-dessus on est C. d'accord maintenant. Je laisse une distance latérale d'au moins 1 mètre. Réponse D. Et non, parce qu'hors agglomération, c'est 1,50 m. Pour dépasser ce groupe de piétons hors agglomération, des précautions s'imposent. Mhm. Après avoir contrôlé vers l'arrière, j'actionne le clignotant. Oui, Question on sait. numéro 14. Ouais, Je continue avec prudence. oui. Réponse A. Je fais demi-tour. Réponse B. Je m'arrête. Réponse C. Je recule. Réponse D. Ben, le truc, c'est que... En fait, ce qui me fait questionner sur cette question, c'est ces croix. Est-ce que les croix dans le tunnel, elles sont plus là pour te faire poser une question sur... Non, elles sont plus là pour te dire « Attention, il y a un danger » ou elles sont là pour te dire « N'avance pas, il y a un danger, arrête-toi » Parce qu'il y a juste écrit « danger ». Pour moi, danger, ça veut dire « attention ». Ça veut pas dire « arrête tout de suite ». Et surtout, c'est pas des panneaux stop, c'est des croix. Si on m'avait dit ou des panneaux sens interdit, tu vois. Donc, pour moi, c'est juste la vraie truc, c'est je continue avec prudence et c'est tout. Je fais attention à ce qui peut arriver. Je fais demi-tour, non, parce que la plupart du temps, les tunnels comme ça, les gros tunnels industriels, bah, c'est sur des 2 fois 2 voies. Donc, demi-tour, c'est compliqué. Je m'arrête. Encore une fois, tu es sur une autoroute, donc s'arrêter, ça va être compliqué. Sauf si tu vois un véhicule devant toi qui s'arrête. Si tu vois que... En fait, c'est surtout, si tu vois que les autres personnes devant toi continuent, bah, que tu continues. Si tu vois que les autres personnes devant toi sont arrêtées ou qu'il y a sur ta file, d'autre côté, qu'il y a des gens qui vont dans l'autre sens, c'est qu'il y a une raison, je pense. Donc, il faut que tu fasses... Ouais. Moi, je juste dis, dans ce cas-là, vous voyez un danger, je continue avec prudence, mais non, ni je recule, ni je fais demi-tour, ni je m'arrête pour moi. Je circule dans un tunnel. La signalisation m'indique un danger et l'interdiction d'emprunter les 2 voies. Il est interdit de faire demi-tour et reculer serait très dangereux. Je m'arrête. D'accord. Donc les croix, ça veut dire t'as pas le droit d'avancer. Danger, ça veut dire arrête-toi. Mais tu vois, même la signalisation, elle respecte pas ses propres règles. Il n'y a pas un truc avec écrit stop, il n'y a pas de sens interdit, il y a juste écrit danger. Moi, si je suis ma logique, danger, ça veut dire quelque chose de dangereux, donc j'avance et je fais attention et j'avance. Tu vois, là, pareil, c'est une simple croix. Pour moi, la croix, ça veut pas dire fermé, ça veut pas dire arrête-toi. Voilà, mais on le saura, dans les tunnels, quand il y a écrit danger, ça veut dire arrête-toi. Question numéro 15. Mais que dans les tunnels. Un Le cas particulier pare-brise des tunnels, sale plaisir. porte atteinte à la visibilité. Réponse A. À la sécurité. Réponse B. Le pare-brise se salit uniquement à l'extérieur. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Bah pour moi, une simple règle DS. Hein. Le pare-brise... un pare-brise sale. Les deux... Ah, j'avais compris. Tu vois, là, je l'ai lu 2 fois dans ma tête la question. Et ces 2 fois, je n'ai pas lu le mot sale. Donc un pare-brise sale porte atteinte à ma visibilité, mais également à ma sécurité. Parce que s'il diminue ma visibilité, j'ai une moins bonne vision. Du coup, je cours plus de danger. Donc visibilité et sécurité. Et le pare-brise se salit uniquement à l'extérieur? Non. C'est vrai que cracher sur son pare-brise, ça, je pense pas que ça l'aide à être propre à l'intérieur. Un pare-brise se fait uniquement à l'extérieur. Le pare-brise, non, il se salit partout. Même si tu es Jean-Michel propre, ça se salit quand même.
Validé. Une grande majorité des indices utiles à la conduite sont détectés à travers le pare-brise qui doit être propre. Tout à fait. Il se salit aussi à l'intérieur avec la climatisation, le chauffage, la respiration Et oui, la ventilation, l'entrée c'est d'air vrai. extérieur. C'est la chose la plus logique qui salit. Essai à nouveau. Les secours viennent d'arriver. J'enlève le casque du motard. Oui. Non. Réponse A. Je retire la main sur sa Non. tête. Réponse Non plus. On se souvient de la réponse. Les secours seront là, mais tant qu'ils n'ont pas directement repris la main, on ne fait rien. Suivant. L'enfant est en train de courir. Je maintiens mon allure car il aura fini de traverser lorsque j'arriverai à la hauteur du passage pour piétons. Oui. Et non, non, oui, non, Réponse malheureusement, encore une Non. fois, c'est la règle des Réponse S. B. Donc, tout simplement, non. Pour Quand on ne sait conduire jamais avec ce un qu'un enfant peut maximum faire. de sécurité, j'imagine un scénario possible. Cet enfant peut tomber ou faire demi-tour. Dans ces Oui. cas-là, si je ne ralentis pas maintenant, je ne serai pas en mesure de m'arrêter. Sûr. Essai à nouveau. Je continue avec prudence. Oui, on a Réponse compris, A. dans les ponts, les panneaux de Je danger, ça veut circule dire arrête-toi. Question numéro 17. Oui. Le temps d'un déchargement rapide, je laisse mon véhicule ainsi à l'arrêt. Réponse Non. A. Je place mon véhicule le long du trottoir. Réponse B. Bah, disons que le temps d'un dégagement rapide, non. Faut jamais rester sur la voie en fait. Sur le bord du trottoir, c'est mieux. Donc je place mon véhicule le long du trottoir. Ouais. Après, peut-être que là, c'est un cas où le jeu veut nous faire dire c'est ce qui te paraissait logique et pourtant le code de la route dit le contraire. Malheureusement, désolé. Allez, au revoir. Non, moi, je suis sur mon instinct. Même pour un déchargement rapide, je ne bloque pas le passage aux autres usagers voulant circuler dans la rue. Oui. Pour décharger mon véhicule, je m'arrête dans un emplacement de stationnement. Exactement. Question numéro 18. L'installation des passagers comprend le bouclage de la ceinture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le réglage de l'appui-tête. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ah là, on a une vraie brochette de vainqueurs. Hein. Franchement, on a Jean-Michel Crépy qui nous fait son regard de tueur. Où en fait, il a obtenu la capacité hors du commun d'avoir un Death Note dans les yeux. Il sait très bien que quand il commence à baisser son regard comme ça, et à te regarder avec un regard sombre, c'est comme s'il notait son nom dans son carnet. Et donc ça veut dire qu'à partir du moment où il faut le savoir, si cette personne commence à baisser son front tout en te regardant dans les yeux, c'est finito. T'es finito. T'es finito, c'est terminé pour toi. Malheureusement, c'est tout droit à la case direction la case cimetière sans passer par la case départ. Et c'est chiant du coup. Le bouclage de la ceinture, pour la sécurité, de toute façon la règle DS là, bouclage de ceinture, appuie-tête les deux, question de sécurité, c'est ce qu'il faut faire. Les passagers Exactement. arrière et avant doivent régler leur appui-tête et boucler la ceinture. Tout à fait. Sur certains véhicules, il est possible d'ajuster la hauteur de la ceinture. Suivant. Question numéro 19. Oh, le Ces feux cactus! sont visibles par les usagers arrivant de face. Réponse A. De derrière. Réponse B. Je les utilise uniquement à l'arrêt. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Voilà, question de l'enfer. Donc là, c'est des clignotants. Là, on les a vu clignoter à l'arrière. Donc, ces feux sont visibles pour les usagers arrivant de l'arrière. Bon, déjà, c'est une certitude. Ah non, mon nez, tu vas pas recommencer, je t'en supplie. Non, casse pas les couilles. De l'arrière, sûr et certain. De face aussi, parce que c'est des clignotants. Donc, de face et de l'arrière. Mais par contre... Ah, c'est chien. Et par contre, le truc, c'est que ce qui me fait un petit peu tilter, c'est dans ce cas-là, mais à cause du tournant, on le voit pas trop. Mais à partir du moment où ils arriveront à ce niveau-là, ils verront les feux d'arrêt d'urgence. Je les utilise uniquement à l'arrêt. Mais en fait, j'allais mettre non, mais en fait si, parce que tu les utilises aussi quand tu as des bouchons et que tu es le dernier véhicule de la file à être à l'arrêt, tu mets tes feux d'arrêt d'urgence. Mais ça veut dire que tu es à l'arrêt.
Je pense que oui, c'est uniquement à l'arrêt. C'est les feux d'arrêt d'urgence. Donc c'est pour l'arrêt d'urgence. Les feux Non. de détresse allument les ampoules des clignotants avant, C'est les feux de détresse. arrière et les répétiteurs latéraux. D'accord. Je les utilise en cas de panne, d'arrêt d'urgence, lorsque je circule à une vitesse anormalement réduite ou pour signaler un ralentissement important. Ah, mais du coup, ma règle s'applique aussi, mais quand t'es pas à l'arrêt dans les bouchons. Super. Question numéro 20. Oui. À la prochaine intersection, les usagers arrivant de la droite devront céder le passage. Oui, réponse A. Oh putain, les non, Russes. réponse Ça, je me B. souviens jamais. Peuvent rencontrer un stop. Réponse C. Un céder le passage. Réponse D. Alors, déjà, premièrement, ce panneau, il veut tout simplement dire qu'on est sur une route à accès prioritaire. Donc, normalement, tant qu'on reste sur cette route, les différentes voies qui peuvent arriver ne sont pas prioritaires. Même ceux à droite, où tu es censé avoir une priorité à droite, là, tu n'en as pas parce qu'il y a ce panneau qui veut dire qu'on a la priorité. De plus, ce panneau qui veut dire que là, va y avoir une intersection, permet de mettre en exergue le panneau du dessus, veut dire que si tu vas à gauche, tu restes sur la route accès prioritaire, et si tu vas à droite, tu quittes la route accès prioritaire. Mais par contre, dans notre cas, à la prochaine intersection, les usagers arrivent vent de droite, donc de là, devront céder le passage, oui, parce que du coup, ils vont s'insérer dans une route accès prioritaire, tout à fait. Donc devront céder le passage, oui. Peuvent rencontrer les usagers arrivant de la droite. Mais ils peuvent rencontrer un stop et un céder le passage. Ils peuvent rencontrer les deux. Moi, je sais juste que j'ai la priorité à la prochaine intersection. Je n'ai pas d'informations sur le type d'arrêt qui est mis en place au niveau de l'intersection. Donc ça peut être pour moi les deux. Un stop pour céder le passage. La route à caractère prioritaire est représentée par le trait large. Les usagers arrivant de la route de droite devront céder le passage. Ils rencontrent soit un stop, soit un céder le passage. Exactement. Par contre, cette question, l'enfer, hein. Dire que tu dois répondre en une quinzaine de secondes à cette question, l'enfer, hein. Question numéro 21. En Oui. cas de panne d'un des feux de croisement, je circule en feu de brouillard arrière. Oui, réponse A. Non, réponse B. En feu de route. Oui, réponse C. Non, réponse D. Mais je suis désolé, mais ça c'est un cas qui est tellement rare et puis qui sur laquelle en fait le truc c'est que là, si je suis vraiment mon instinct, en cas de panne de feu de croisement, je circule avec les feux de brouillard. Oui, sauf en cas de forte pluie. Sauf que là, il n'y a pas le cas de forte pluie. Donc moi, j'applique le cas général de tu peux utiliser les feux de brouillard, mais c'est le moment où tu ne peux pas l'utiliser, c'est en cas de forte pluie. Et est-ce que je peux utiliser les feux de route? Non, les feux de route sont aveuglants pour les autres utilisateurs. Donc pour moi, ce serait réponse A et D. Il est ta obligatoire mère. de circuler avec un éclairage conforme pour bien voir et être vu. Pour cela, il est conseillé d'avoir une boîte d'ampoules de rechange pour pouvoir la remplacer au plus vite. Mais c'est pas ce que tu m'as demandé. Là, j'ai des pannes sur mes feux de croisement. Ok, j'ai pas de boîte pour remplacer ce dont tu me parles. Ok, comment je fais pour avoir des feux la nuit? Je roule dans le noir en fait. Putain, mais c'est grave, hein. Donc non, j'ai pas le droit de circuler avec les feux de brouillard ni les feux de route quand j'ai des pannes de feux de croisement. Je me débrouille et je roule sans feu. Et ben c'est Essai super. à nouveau. Ces feux sont visibles par les usagers arrivant de face. Réponse A. De derrière. Oui, de face et de Réponse derrière. Et je ne l'utilise Je pas les uniquement à utilise l'arrêt, je uniquement peux à les l'arrêt. utiliser en cas également de Oui. fort Réponse C. ralentissement. Les feux de détresse allument les ampoules des clignotants avant. Oui, on sait Cyril, tu Question vas pas nous numéro refaire le 22. topo. Ah, c'est Je le retour, suis madame. obligé de quitter la route des yeux plus d'une seconde pour envoyer un message. Réponse A. Pour lire un message. Réponse B. En cas d'imprévu, je pourrais réagir instantanément. Oui. Réponse C. Non.
Là, Réponse c'est une D. question typique de règle des S, mais en version inversée. C'est qu'est-ce qui est le plus insécuritaire? Ben, dans tous les cas, tu lèves tes yeux de la route pour envoyer et pour lire, depuis une seconde. Et en cas d'imprévu, est-ce que je peux réagir instantanément? Non, puisque tu distrais du téléphone et tu risques une amende plus la mort. Je dirais même plus la mort. Voilà. Me servir de mon mobile au volant, c'est arrêter de regarder devant moi pendant plus d'une seconde. Mhm. Ce temps viendra s'ajouter au temps de réaction en cas de danger. Mhm. Question numéro 23. Oh bah La madame signalisation ou monsieur est indique bien. un débouché de cyclistes par la gauche. Réponse A. Une voie conseillée aux cyclistes. Réponse B. Une bande cyclable obligatoire. Réponse C. Bah, une bande, on veut dire un panneau, un rond bleu entouré de blanc signifie obligatoire. Pour moi, c'est une bande cyclable obligatoire. Ce panneau bleu et rond indique une bande cyclable obligatoire. Oui. Une voie conseillée est une indication avec un panneau carré. Le débouché de cyclistes est un danger signalé par un triangle. On est d'accord, Thierry. Essai à nouveau. En cas de panne d'un des feux de croisement, je circule en feu de Non, brouillard arrière. t'as pas le droit de circuler Oui, avec des feux réponse si t'as pas A. de feu Non, de croisement. T'as pas le droit réponse de B. circuler avec d'autres feux. En Tu feu roules dans de le noir et tu fermes Il ta est gueule. obligatoire de circuler avec un éclairage conforme pour bien voir et être vu. Oui. Question numéro 24. Oula. Ouais, le contraste extérieur, hein, mais en même temps, faut aussi il a voulu faire son contraste sur l'intérieur. Ça se comprend. Ok, donc t'as rentré dans ta voiture. Tu t'attaches. Ok, là-dessus on est bon. Ensuite, tu regardes ton téléphone si tu veux. Tu roules pas, c'est pas un problème. Tu regardes ton téléphone. Non, ok. Tu démarres ta voiture. T'as enlevé ton frein à main. Oui, t'as enlevé ton frein à main. Ah, il adore quelqu'un, c'est pour ça. D'accord. Mes ça passagers qu'elle regarde son tardent téléphone. à arriver et je suis pressé. Je klaxonne. Réponse A. J'allume le moteur. Réponse B. Je patiente dans le véhicule. Réponse C. En fait, là, on nous a montré tout ce qu'il faut pas faire, en fait. En fait, la question est plus... Tu es en ville, donc tu n'as pas le droit de klaxonner. Encore moins pour une raison de personne en retard. Est-ce que j'allume le moteur tant que les personnes ne sont pas là? Non, puisque du coup, tu consommes de l'essence pour rien, tu pollues pour rien, tu fais tu crées du bruit, une pollution sonore pour rien. Donc non. Est-ce que je patiente dans le véhicule? Tu peux patienter dans le véhicule si tu veux. Mais moteur éteint, bien sûr. Je patiente dans le véhicule. Oui. Mais le reste, non. Klaxonner dérange le voisinage et est interdit pour ce motif. Exactement. Allumer le moteur alors que mes passagers ne sont pas encore là rejette inutilement du gaz carbonique dans l'atmosphère. On est Je d'accord du coup. patiente. Et voilà. Là-dessus, Question numéro on a 25. le même point de vue. L'alerte de franchissement involontaire de ligne évite certains accidents. Réponse A. Limite la gravité des blessures. Réponse B. En présence de nouveaux équipements dans le véhicule et sur la route, la prise de risque du conducteur a tendance à augmenter. Réponse C. À diminuer. Réponse D. C'est quoi cette question de dégénéré? Oh, tu te fous de moi le jeu ou bien? Non mais attends. Attends. Là, c'est terrible. Mon téléphone me casse les couilles. Tu veux arrêter de vibrer? Merci. Je te... Ouais. Bon. L'alerte de franchissement involontaire de ligne évite certains accidents. Oui. Limite la gravité des blessures. Pas trop. Parce que, en fait, généralement, cette bande, elle est là sur autoroute pour réveiller les personnes qui s'endorment. Si tu as une blessure, ça veut dire que tu as un accident. Donc ça veut dire que si tu as un accident sur autoroute, c'est que tu as déjà franchi la ligne et que tu t'en es pas rendu compte. Donc ça change pas. Mais ça peut éviter certains accidents, oui, puisque si ça permet de réveiller du fait que tu dormes, c'est efficace. En présence de nouveaux équipements dans le véhicule et sur la route, la prise de risque du conducteur a tendance à augmenter. Ben oui, alors moi j'aurais... Ou à diminuer. En fait, moi j'aurais tendance à dire qu'elle augmente. Puisque si tu as de nouveaux équipements dans ta voiture,
l'ABS, ESP, AXFP, le AR, ESW ou le PXW, SMW, HHRI, 2B, AS, F, eh bien, il a un sentiment de sécurité avec tous ces équipements et du coup, il prend plus de risques. Question de sécurité, là, j'implique complètement la règle DS sur la deuxième partie. Limite la gravité des... En fait, ça pourrait être A et B. Non, mais question de, règle DS, l'alerte de franchissement involontaire de ligne évite certains accidents, limite la gravité des accidents. On va dire que oui. Et la tendance à augmenter avec des équipements surpuissants. En fait, ce B, je sais pas trop quoi faire. Je sais pas... Oui. Pourquoi est-ce que ça... En fait, pourquoi est-ce que ça limiterait la gravité des accidents? Pour aucune raison. Ben après... Ouais, non, pour moi, ça n'a pas de sens. Ça limite la gravité des Les accidents. équipements complétant l'action du conducteur permettent d'éviter certains accidents. Ils font partie de la sécurité active. Let's go. Rassuré, le conducteur a tendance à prendre plus de risques au volant. Exactement sûr. Question numéro 26. Yes. Je vais m'insérer sur une voie rapide. Réponse A. Sur l'autoroute. Réponse B. En premier, je vais rencontrer une barrière de péage. Réponse C. Un céder le passage. Réponse D. Ouais, là, je vais pas te mentir que je m'attendais pas à ça. Donc, je vais m'insérer sur une voie rapide. Oui, c'est sûr. Est-ce que c'est une autoroute? La vitesse est limitée, contrôle fréquent. Mais on voit le 130. Si c'est juste une simple voie d'accès rapide, je crois que ça peut pas aller à plus de 110. S'il y a écrit 130, c'est que c'est forcément une autoroute. Donc pour moi, c'est une autoroute. Et en premier, je vais rencontrer... Non, c'est pas le barrière de péage, c'est un CD passage, puisque du coup, c'est un CD passage qu'il y a sur la voie d'insertion. Donc pour moi, c'est un CD passage. Ce panneau me rappelle les vitesses réglementaires sur l'autoroute. Je sors d'une aire de repos et je vais rencontrer en premier un céder le passage. Exactement. Ok. Question numéro 27. Eh bien, j'espère que monsieur est à sa carte reconnue handicapé. Ah oui, effectivement, il a l'air d'être très très handicapé. Ah, peut-être. Peut-être ici. Peut-être lui. Ah oui, mais... Si c'est un handicapé temporaire. Transportant une personne temporairement blessée par un accident, je stationne sur cet emplacement. Oui. Non. Réponse A. Non. Réponse B. En fait, moi j'ai envie de dire non. Parce que ces places-là sont pour les personnes GIG, GIC. Ça veut dire que les personnes qui ont la carte de conducteur handicapé ou de personnes à mobilité réduite de manière générale. Donc, moi j'aurais dit... En fait, là, c'est une question qui est à sens inversé. Par là, qu'est-ce que je veux dire? En fait, par là, ce que je veux dire, c'est que ça veut tout simplement dire, pour moi, que cette question, ils te disent, regarde, c'est un handicapé, il est sur la place handicapée. On est d'accord que du coup, il a le droit d'être sur cette place. Sauf que non. Là, il veut vérifier que c'était à la connaissance sur les conditions pour se garer sur cette place. Et pour moi, la bonne réponse, c'est non. C'est un petit peu... c'est vraiment un fact-checking. Il regarde si il veut vérifier si tu sais la règle. Hein. Et pour moi, la règle, c'est que là, lui, il a pas le droit de stationner puisque du coup, il n'est pas reconnu handicapé. Je transporte une personne dont la cheville s'est brisée dans un accident de la vie. Mais cela ne constitue pas un handicap partiel ou définitif qui pourrait me permettre de stationner sur une place pour personnes handicapées. Tout à fait. Je change de place de stationnement. Exactement, on est d'accord. Question numéro 28. Je serre à droite. Réponse A. Je reste à ma place. Réponse B. Je maintiens mon allure. Réponse C.
Je fais des appels de feu stop. Réponse D. Mais disons que là, dans notre cas, serrer à droite, ça va être une notion qui va être pas tout à fait réalisable. Hein. Disons qu'à moins que tu aies la voiture de Fantomas et que serrer à droite pour ce soit pas un problème, parce que du coup tu peux démarrer un de ses ailes et t'envoler. Après, peut-être que effectivement on n'a pas assez de contexte et qu'on est actuellement dans la visualisation d'un Airbus A320 et qu'à tout moment on n'est pas sur une route mais sur une piste de décollage. Et dans ce cas-là, tourner à droite pour eux c'est pas un problème puisque du coup il est en réalité en train de décoller. C'est peut-être une possibilité. Mais pour moi, la chose qui me paraîtrait la plus véridique, c'est serrer à droite. Pas possible parce qu'il y a un fossé. Si on prend en compte, bien sûr, si, dans le cas où c'est une voiture, ben voilà, après, c'est comme mon jugement personnel. Je reste à ma place. Oui. Parce que du coup, on constate que la route, il y a de la neige. Donc, il faut faire gaffe. De plus, le camion de pompier, il a clairement la place de passer. Donc, j'ai rien à faire de particulier. En plus, on voit que la route est assez large pour qu'il ait la possibilité de dépasser. Mais moi, j'aurais quand même dit que je fais des appels de feu stop. Pourquoi je ferais des appels de feu stop? Dans mon rétro arrière, bien 4x4, mais je pense que sur cette partie-là de la route, il y a quand même de la place pour que le pompier passe, le camion de pompier passe. Donc, je pense pas que le 4x4 gêne. Encore moins l'espèce de petite citadine là, de merde qu'il y a derrière. Je pense que c'est encore moins un gêne pour le camion de pompier. Je maintiens mon allure. Mais le seul truc que j'aurais peut-être dit, moi, c'est ralentir au cas où il y a une dinguerie qui se passe au niveau du camion de pompier. Mais pour moi, juste, la seule bonne réponse, c'est je reste à ma place et je maintiens mon allure. Parce que le camion de pompier, il a tout à fait la place de circuler. Je reste à ma place. Je fais des appels de feu stop, non. Ah, peut-être pour les véhicules derrière. Parce que moi, j'ai vu le véhicule de pompier et eux, non. Bah, c'est le truc qui pourrait me faire douter. C'est est-ce que je mets des appels de feu stop pour signaler des pompiers? Non, je crois qu'il faut pas faire ça. Je facilite le croisement de ce véhicule bénéficiant de la priorité de passage. Je ralentis. Je fais des appels de feu stop pour prévenir les usagers derrière moi et je serre à droite. Mais comment tu peux serrer à droite? T'as un fossé là, sur le côté. C'est quand même une notion compliquée. Hein. Et puis on voit bien dans ton putain de rétroviseur que là, toi, t'es pas collé à la bande qu'il y a là. T'es littéral. Il y a de la place pour que le camion de pompier passe. Peut-être qu'il sert déjà à droite. Mais je suis désolé, mais là, moi, je me base sur les informations que j'ai. C'est compliqué. Surtout que le camion de pompier, il a toute la place pour passer dans ce cas-là. Ouais, non, je suis désolé, mais là, cette question-là, je trouve que c'est une pute. Hein. Dans le sens où elle est juste là pour te baiser. Elle est juste là pour te faire baisser ton score. Parce que là, jamais j'aurais répondu, je serre à droite et je fais des appels de feu stop. Bon, les feux de stop, si. Les feux de stop, on est d'accord, j'aurais peut-être dû le mettre parce que ça veut dire que je signalise aux autres usagers. Je le saurais, mais en vrai, compliqué quoi. Question numéro 29. Oui. La plupart des accidents mortels surviennent en ligne droite. Réponse A. Dans les virages. Réponse B. Les radars sont généralement implantés en ligne droite. Réponse C. Dans les virages. Réponse D. Ben, pour moi, là c'est une question sur laquelle il veut t'apporter une réflexion. Donc, en vrai, tu te dis ouais, mais il y a plus d'accidents dans les virages parce que c'est plus dangereux. Non, la vérité c'est qu'il y a plus d'accidents mortels dans les lignes droites puisque du coup, je crois que le premier cause d'accident mortel sur la route en France, c'est la somnolence. Et la somnolence vient particulièrement quand c'est une question de quand tu fais une partie de trajet rébarbatif, donc en ligne droite. Donc, si on suit cette logique-là, la ligne droite pour moi est tout simplement la bonne réponse. Par contre, les radars sont généralement implantés en ligne droite aussi, parce que encore une fois, les gens ont tendance à vouloir rouler plus vite ou à faire moins attention. Et du coup, c'est le moment où les radars sont implantés.
Selon les bulletins d'analyse des accidents établis par les forces de l'ordre, les accidents sont plus nombreux dans les lignes droites. De Exactement. ce fait, les radars sont implantés dans ces endroits. Mhm. Question numéro 30. Pour Ouais. dépasser ce cycliste, je m'écarte d'au moins 1 mètre en ralentissant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'écarte d'au moins 1,50 m et j'accélère. Oui, réponse C. Non, réponse D. Là, c'est pareil, hein, je suis désolé, mais cette question, c'est vrai, c'est vraiment un truc de con. Parce que là, toi, tu vas plus vite que le cycliste. Là-dessus, c'est logique, t'es une voiture. Mais on constate que c'est un panneau de sortie de ville. Le truc, c'est que tu es en ville avant de passer le panneau, tu n'es plus en ville après avoir passé le panneau. Avant d'être là, avant de passer le panneau, c'est 1 mètre. Mais à partir du moment où tu as passé le panneau, tu passes à 1,50 m. Donc, la question c'est, est-ce que à 1,50 m, est-ce que je croiserai le cycliste avant ou après? Est-ce que je vais mettre 1 mètre ou 1,50 m? Là, purement, le code de la route, c'est comme si tu faisais tes mathématiques. Si tu dois appliquer une règle stricte pour voir si elle fonctionne. C'est ça. C'est pas de la physique qu'on fait. La physique, c'est les tests pratiques, c'est les heures de conduite. Non, là, je suis désolé, tu appliques la règle bêtement. Non, mais pour moi, en plus, il est pas sur la route. Il est sur un passage, un trottoir ou une piste cyclable, j'en sais rien de ce que c'est. Je m'écarte d'au moins 1 mètre en ralentissant, sachant que c'est une voie où tu n'as pas le droit de traverser et en plus j'ai une mauvaise visibilité. Moi j'aurais dit, je m'écarte d'au moins 1 mètre en ralentissant, puisque je compte plus un passage piéton. Mais ralentir, ça permet au cas où de prévoir aussi s'il y a s'il y a un véhicule qui arrive. Là, pour dépasser ce cycliste, je m'écarte. En fait, là, ils ont séparé la question en 2 parties. Ce qui veut dire que si tu es CB, tu peux répondre oui aux 2, mais tu peux pas à la fois écarter d'1 mètre en ralentissant et écarter 1,50 m et accélérer. Tu peux pas accélérer en plus avoir une mauvaise visibilité. Donc pour moi, la règle des S s'applique sur la deuxième partie, donc non. Le chevauchement d'une ligne continue est autorisé pour dépasser un cycliste. Pour le faire, je ralentis et je laisse un espace latéral minimum d'1,50 m hors agglomération. Ici, la visibilité vers l'avant est suffisante pour le dépasser. Tu vois, c'est le genre de question où... Ah, en fait, c'était un mélange des deux. Il faut aller que tu ralentisses et 1,50 m. Pas que tu ralentisses et 1 mètre, sachant que il y a le panneau qui signifie que ça sort de l'agglomération. Mais ça veut dire que là, il est en agglomération. Donc ça veut dire que là, l'image qu'il y a là, elle n'a pas de sens. Parce que l'image qu'il y a là, ça veut dire que pour le moment, c'est toujours en agglomération. Donc c'est pas 1,50 m, c'est 1 mètre. Du coup, la réponse qu'on t'a mis, elle est juste là pour te baiser. Oh putain, ce genre de question, ça me rend fou. Parce que moi, je vais appliquer la règle qu'on me donne. Mais l'image, elle est giga confuse. Elle est pas... Bon. Non, je peux m'énerver. Essai à nouveau. Hmm. Je serre à droite. Réponse A. Je reste à ma place. Réponse B. Je maintiens mon allure. Réponse C. Je fais des appels de feu stop. Réponse D. Bon, j'ai compris. Là, il faut qu'on fonce tout droit dans le vide pour laisser l'ambulance qui a suffisamment de place pour passer, histoire d'être sûr qu'elle ait encore plus de place. Et comme ça, au moins, on a l'avantage d'avoir directement une ambulance comme ça si on fait un tout droit dans le fossé. Et je fais des appels de feu stop, bien sûr, pour signaler à la personne. Je facilite le croisement de ce véhicule bénéficiant de la priorité de passage. Je ralentis. Je fais des appels de feu stop pour prévenir les usagers derrière moi et je serre à droite. Oui, sûr. Question numéro 31. Donc là, il est en train de mettre son... Comment s'appelle ce truc déjà? Son... putain, j'ai oublié comment ça s'appelle. Pour changer une roue crevée, je stationne mon véhicule sur terrain plat. Réponse A. Ouais. Je place le cric au bon endroit. Réponse B.
Je dévisse totalement les écrous avant de placer le cric. Réponse C. Ouais, là c'est terrible comme question parce que... Alors, je place le cric au bon endroit. Oui, puisque du coup, j'ai appris qu'il y avait toujours un endroit sur les voitures où il y a une petite flèche pour dire où est-ce que tu dois placer ton cric. Voilà, ça s'appelle un cric. Je stationne mon véhicule sur terrain plat, oui. Et je dévisse totalement les écrous avant de placer le cric, non. Je crois que tu dois dévisser partiellement les écrous de ta roue pour qu'elle ne soit plus bloquée. Tu mets ton cric et tu dévisses ce qui reste. Je crois que c'est ça la règle. Pour changer une roue en sécurité, je place mon véhicule sur un sol plat et stable. Je stabilise le véhicule avec le frein à main et éventuellement une cale. J'installe le cric avant de dévisser totalement les écrous. Exactement. Question numéro 32. Oh! En général, l'agressivité au volant engendre du stress chez le conducteur. Réponse A. Chez les autres usagers. Réponse B. Augmente la prise de risque. Oui. Réponse Une C. belle règle DS. Non. Simple, Réponse basique, D. comme on les aime. En tout cas, monsieur qui avait l'air fatigué tout à l'heure, t'as l'air d'être vachement plus réveillé là. Ah bah c'est sûr qu'après avoir fait une bonne sieste, t'as l'air d'aller vachement mieux. Ouais, ça c'est les personnes qui s'énervent sur la route, on les déteste à coup sûr. En général, l'agressivité au volant engendre du stress chez le conducteur, chez les autres usagers, augmente la prise de risque. La totale, Un simple geste s'il vous plaît. d'agressivité peut être le déclencheur d'une succession d'événements qui créera un climat stressant pour soi et pour les autres usagers. Oui, L'énervement incite à une prise de risque accrue. exactement. Essai à nouveau. Pour dépasser ce cycliste, je m'écarte d'au moins 1 mètre en ralentissant. Oui. Réponse A. Non, on a compris que là, la Réponse question B. tous les me baiser. Je Le truc, m'écarte c'est que je d'au moins connaissais 1,50 m je connaissais les règles, mais Oui. l'image est très Le confusante. chevauchement On d'une se ligne souvient de la bonne continue. réponse. Oui, oui. Question J'ai numéro pas envie de 33. passer plus de temps là-dessus le jeu. Cet usager m'a dépassé et s'est rabattu trop près devant moi. Je klaxonne. Réponse A. Je maintiens l'allure. Réponse B. Je ralentis. Réponse C. J'augmente l'intervalle de sécurité. Réponse D. Bah, il n'y a pas de véhicule derrière nous. Donc moi, ce que j'aurais fait, c'est juste... Je ralentis et j'augmente l'intervalle de sécurité. Tout simplement. Classico. Voilà. Ce motard se replace trop près de moi après son dépassement. Oui. Je ne klaxonne pas. Je ralentis pour augmenter les intervalles de sécurité. On est d'accord. Question numéro 34. Un conducteur alcoolisé a une vision nette. Réponse A. A tendance à avoir un regard fixe. Réponse B. Est moins sensible à la couleur rouge. Réponse C. Attends. Désolé, il m'a fait bugger avec cette histoire de couleur rouge. Le conducteur alcoolisé a une vision nette. Non. A tendance à avoir un regard fixe. Oui. Est moins sensible à la couleur rouge. C'est quoi cette question de demeurer? Est-ce qu'un conducteur alcoolisé a tendance à avoir des problèmes de daltonisme? Est-ce que l'alcoolémie génère du daltonisme? En fait, j'ai envie de dire une simple règle DS pour ça. C'est est-ce que l'alcool fait quelque chose de négatif? Est-ce que ça c'est négatif? Oui. Est-ce que on le met? Oui. Suivant. L'absorption d'alcool modifie considérablement la vision. Le Entre petit effet là, autres, on aime elle bien. devient hein. floue. Ouais. Le regard se fixe et la sensibilité à la couleur rouge est diminuée. Ok. Question numéro 35. Oui. Sur certains véhicules, l'ordinateur de bord indique la consommation moyenne de carburant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La consommation instantanée de carburant. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. On va dire oui aux deux. Là, disons que l'image elle est juste jolie, mais elle ne sert à rien. Donc, je pense que sur certains véhicules, c'est possible de savoir la consommation moyenne de carburant et la consommation instantanée. Pratiquement tous les véhicules récents possèdent un ordinateur de bord. Mhm. Il affiche des informations de base comme la consommation moyenne et instantanée afin d'aider le conducteur à gérer sa consommation de carburant. Oui. Suivant. Question numéro 36.
C'est le Avoir saucisson dans qu'il son a. véhicule un Ah non, c'est éthylotest l'éthylotest. non usagé est inutile. Ça se voit que Réponse j'ai pas. A. Utile. Réponse B. Après avoir soufflé, si le réactif chimique ne change pas de couleur, je peux prendre Est-ce le que je volant. prends le saucisson Oui. au sèvres Réponse C. ou Non. ou le Réponse saucisson D. au poivre? Putain, je sais pas trop quoi poivre dans cette soirée. Les deux me font envie. Après, peut-être que là, je sais pas. Ah, je suis tiraillé. Quel prendre? Pardon. J'ai même pas écouté les questions. Avoir dans son véhicule un éthylotest non usagé est utile. Non, c'est pas inutile, c'est toujours utile d'avoir un éthylotest. Ouais. Après avoir soufflé, si le réacteur chimique ne change pas de couleur, je peux prendre le volant. Oui. Parce qu'il faut que le réacteur, le réactif chimique devienne, s'il devient couleur vert, ça veut dire que tu as trop bu. Donc, si le réactif chimique devient vert, ça veut dire que tu as bu trop d'alcool pour pouvoir conduire, que tu es au-dessus du seuil légal. Donc, après avoir soufflé, si le réactif chimique ne change pas de couleur, je peux prendre le volant. Oui. Avoir un éthylotest non usagé est utile. Tu vois, c'est pareil, là, ils mettent une négation pour te fausser, et ici, là, il met un cas bien complexe pour te forcer à réfléchir. Il est utile de posséder un éthylotest non usagé dans son véhicule. Si le réactif chimique ne change pas de couleur, je peux prendre le volant. Yes, sûr. Question numéro 37. Ouais. Depuis le poste de conduite, il existe des angles morts vers l'avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Vers l'arrière. Oui, réponse C. Non, réponse D. Bon, par contre, on notera quand même l'effort du photographe pour essayer de se planquer, mais où ça va fonctionner. Hein. On constate d'ailleurs une coupe de cheveux assez courte. Monsieur ne veut pas s'embêter à vouloir se coiffer, ce qui est tout à son honneur. Hein. Je l'envie un petit peu en fait. Est-ce qu'on peut question règle DS hein, est-ce que ça peut générer des... Est-ce que là c'est une question de problème de sécurité vers l'avant des angles morts, oui, et vers l'arrière aussi. Il faut que toujours fasses attention. Les montants du pare-brise et de la lunette arrière, ainsi que la hauteur du véhicule, génèrent des angles morts vers l'avant et vers l'arrière. Bon, go. Question numéro 38. Oui. Le dépistage des drogues est procédé occasionnellement le jour. Réponse A. La nuit. Réponse B. Systématiquement en cas d'accident matériel. Réponse C. Mortel. Réponse D. Alors, le dépistage des drogues est procédé occasionnellement le jour et la nuit. Ça peut être tout le temps. Et est-ce que systématiquement en cas d'accident... Mais je crois que c'est les deux. Hein. C'est matériel et mortel. Mortel c'est sûr. Parce que il faut que on vérifie si tu étais responsable de l'accident ou pas. Et l'alcool est un facteur aggravant. Mais est-ce que matériel... En fait, j'ai jamais eu de question où ça y avait les 4 réponses qui étaient cochables. Pour moi, les premières réponses, c'est sûr. Et systématiquement, mortellement, c'est sûr. Matériel, c'est seul où j'ai un doute. Donc c'est seul que je ne mettrai pas. Les drogues altèrent toutes les fonctions utiles à la conduite. Le dépistage est effectué occasionnellement à tout moment et systématiquement en cas d'accident corporel ou mortel. Exactement. Question numéro 39. Sur route mouillée, le phénomène d'aquaplanage s'amplifie avec la vitesse. Réponse A. Avec des pneus usés. Réponse B. Avec des pneus neufs, je circule au maximum de la vitesse autorisée. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ben, le truc, c'est que là, encore une fois, pour moi, il y a léger problème de formulation. Sur la route, j'en parle après hein, de ce problème-là. C'est justement ça va venir. Sur route mouillée, le phénomène d'aquaplaning s'amplifie avec la vitesse et avec des pneus usés. Les deux. Pour moi, les deux sont un facteur d'augmentation d'aquaplaning. La deuxième partie, avec des pneus neufs, est-ce que c'est sur route mouillée
avec des pneus neufs? Ou est-ce que c'est juste avec des pneus neufs, sans prendre en compte l'image? Mais je pense que c'est toujours une question autour de l'aquaplaning. Donc je circule le maximum de la vitesse autorisée. Non, de toute façon, là c'est une simple règle des S. On applique. Le véhicule plane Simple, sur l'eau basique. lorsque les pneus sont usés et que les rainures ne réussissent pas à l'évacuer correctement. Le phénomène s'amplifie aussi avec la vitesse, même avec des pneus neufs. Eh Sur oui. route mouillée, je réduis mon allure. On est d'accord. Question numéro 40. D'accord. La vitesse est limitée à 50 km/h, réponse A. 70 km/h, réponse Non. B. Je vais rencontrer un feu tricolore environ 50 mètres après le panneau de danger. Oui, réponse C. Non, réponse D. La vitesse est limitée à 50 km/h. Oui, parce que du coup, c'est un panneau, on a un panneau de ville juste ici. Le panneau de ville qui veut dire que quand tu rentres dans une ville, tu dois rouler à 50. Donc, c'est pour moi, c'est 50 km/h. Et je vais rencontrer un feu tricolore environ 50 mètres après le panneau de danger. Oui. Bah en fait, j'hésite entre 25 et 50. 25, c'est très peu. 50, ce qui me permet quand même plus cohérent. Ça pourrait être 150 mètres aussi. Bon, on va dire oui. En fait, pour moi, oui, on va rentrer un feu tricolore. La question, je sais pas, c'est quand. Ça pourrait être plus ou moins. Et la question pourrait être là pour juste au moment pour te baiser sur la notion de la distance après laquelle le panneau, ça doit être, on va dire 50. Le panneau d'entrée d'agglomération indique que la vitesse est limitée à 50 km/h. Ce panneau de danger annonce un feu tricolore qui sera implanté 50 mètres environ après le panneau. Exactement. Sûr. Bon, une session compliquée. Mais il y a eu énormément de pièges et je suis heureux qu'il y ait beaucoup de pièges qu'on n'ait pas, qu'on a réussi à éviter. Des questions qui étaient salopes et sur lesquelles on a eu la bonne réflexion et ce qui fait qu'on a eu un bon résultat. Question numéro 7. Pourquoi j'ai eu faux? Le conducteur de ce véhicule est en infraction, effectivement, puisque du coup il n'a pas le numéro sur sa plaque, mais il risque une annulation et également une amende de 4e classe. Tout à fait. Question numéro 11. J'ai eu faux parce que... Oui, j'ai pas répondu à la chose qui avait du sens, c'est que là il fallait ralentir et actionner le clignotant et non maintenir son allure. Et pas mettre 1 mètre. Pas une distance d'1 mètre, puisque du coup on est hors agglomération, c'était 1,50 m. Même si ils étaient loin de la route. Bon. Tu vois, c'est que des questions comme ça. Les secours viennent d'arriver. J'enlève le casque. Non, puisque du coup c'était pas à moi de m'en occuper. Et je ne retire pas mes mains non plus, tant que les secours n'ont pas pris le relais. Attends, la 14 je l'ai fait? Non, la 14 je l'avais pas fait. Parce que, règle particulière, à savoir sous les ponts, quand il y a un panneau de danger, tu t'arrêtes. C'est tout. Ces feux sont visibles par les usagers avant-arrière, ça on était d'accord. Par contre, est-ce qu'il faut... je l'utilise uniquement à l'arrêt? Non, et également en cas de fort ralentissement. 21. En cas de panne d'un des feux de croisement, je circule en feu de brouillard arrière, ni feu de route. Quand tu as des pannes de feu la nuit, tu circules dans le noir et tu fermes ta gueule. Si t'as pas de feu, de changement. Voilà, t'as pas le droit de trouver un système palliatif. C'est le code de la route, c'est comme ça, tu souffres et tu te tais. Oui. Là, il faut foncer tout droit dans le fossé pour laisser le camion de pompier la place de passer, sachant qu'il y en a déjà assez, mais c'est comme ça. Tu serres à droite et tu fais des appels de feu stop et t'en profites aussi pour fermer ta gueule. Pour dépasser ce cycliste, je m'écarte d'au moins 1 mètre en ralentissant, en agglomération. Et non, je n'accélère pas d'1,50 m. En fait, là, c'était une question où il fallait avoir un petit peu de bon sens aussi. Tu n'accélères pas en approchant un cycliste. Tu es forcé de ralentir. Donc, en prenant en compte cette information, la bonne réponse qui aurait été logique est tout simplement la réponse 1. Mais, en réalité, c'est pas ça. C'est que tu t'écartes pas d'au moins 1 mètre en ralentissant. C'était 1,50 m et ralentir. Ni accélérer,
ni 1 mètre. Même si, d'après le panneau, tu es encore en agglomération, du coup ça devrait être 1 mètre. Et bon, bref, passons. Passons. Ouais. Bon, bah, 32 sur 40, c'est mieux, mais c'est pas non plus la fête. Disons que il faudrait que petit à petit, on arrive à avoir un score de 35 sur 40. En fait, pour avoir un score de 35 sur 40, faut se dire qu'il faut commettre maximum une faute toutes les 3 questions. Toutes les 10 questions. Maximum une faute toutes les 10 questions. Ça veut dire que même en se disant ça, ça veut dire qu'on aurait une faute de marge au cas où, tu vois, on soit vraiment terriblement nul. Mais là, notre courbe, elle est terrible. Hein. Là, les derniers résultats qu'on ait fait, c'est l'enfer. Mais bon, il y a quand même une fois où j'ai fait juste 20. J'ai fait de la moitié de mauvaises réponses. Mais maintenant, tu vois, ça fait 27, tu vois, 26, 27, on avoisine autour des 30, tu vois. 30, 32, là tu vois, 33, 27, 32, 28, 32. Il y a quand même un schéma qui se dessine. Hein. Donc ça veut dire que demain j'aurai une session horriblement dure. On verra bien, on verra. On va voir si lors de la prochaine VOD, pour vous YouTube, ou lors du prochain stream, pour vous le stream, on fera un score en dessous de 30. Est-ce qu'on va réussir à déjouer l'algorithme? C'est ce qu'on verra la prochaine fois. Des bisous YouTube.